on pense cinéma, on pense presque toujours cinéma américain. Les deux termes sont quasiment synonymes, en fait. Il y a tellement de films américains proportionnellement par rapport aux films des autres pays. Puis, il y a toutes sortes de raisons à ça, des fois qui sont beaucoup plus politiques, économiques là, qu'on pense, des fois. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Et puis le cinéma, bon, le cinéma en tant que tel, avec des films, des longs métrages, là, etc., déjà, c'est un art qui date de pas tellement avant 1915. Et pendant les premiers 10 ou 15 ans du cinéma, certainement pendant les années 20, c'est les Allemands, en bonne partie, qui sont les grands maîtres du cinéma. C'est l'époque là, de la République de Weimar, donc l'entre-deux-guerres entre l'Empire prussien, j'oublie comment est-ce qu'il s'appelait, mais l'époque où c'est une monarchie, aller jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis après ça, il y a 10 ans à peu près de République où c'est le party, mais ça finit pas très bien, ça finit avec Hitler, n'est-ce pas? Bon, puis quand Hitler arrive, tous les cinéastes fuient l'Allemagne. À juste titre, la plupart, bon, Fritz Lang, etc. Mais c'est ça. Pendant cette période-là des années 20, c'est les Allemands qui mènent le cinéma, puis en bonne partie, là, disons qu'on peut dire raisonnablement que c'est esthétiquement et artistiquement, c'est là que ça se passe. Et le grand courant artistique réputé, associé à l'Allemagne, c'est le fameux expressionnisme allemand. Puis une bonne partie de ce qui a fait la fortune des films américains, des films de genre, des films de Frankenstein, des films de Universal, etc., dans les années 30, ben, c'est la forte influence des films allemands, de l'expressionnisme allemand. Ça, on en parle, c'est un peu un lieu commun de dire ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Souvent, c'est plus on sent une inspiration du film expressionniste. Mais le film d'aujourd'hui, je l'avais vu quand j'étais petit. Puis quand je l'ai réécouté récemment, j'avais pratiquement aucun souvenir du film. Puis quand je l'ai réécouté récemmement, j'ai été vraiment saisi parce que c'est complètement un film expressionniste, là. C'est le seul que je connais qui est vraiment, vraiment un film expressionniste américain. Puis, on va y revenir un tout petit peu dans un instant, mais ce film-là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Meurtre sur la rue Morgue, de 1932. C'est un film de Robert Florey, et ça met en scène Bela Lugosi dans le rôle du méchant, du savant fou, Docteur Miracle, je pense qu'il s'appelle là-dedans. Et qu'est-ce que ça raconte? Ben, en principe, c'est une adaptation d'une nouvelle Edgar Allan Poe, le Meurtre sur la rue Morgue, évidemment. Mais ça n'a aucun rapport, à toute fin pratique, avec la nouvelle. Ça raconte... la nouvelle, c'est dans le roman, il y a une fille qui est trouvée morte dans un appartement, puis je pense même que l'appartement est verrouillé. Puis la victime, n'est-ce pas, est retrouvée enfoncée dans une cheminée, là, tu sais. Fait que, puis ce qu'ils se rendent compte, pour vous vendre un peu le punch, pour vous divulgacher l'histoire, c'est un gorille qui a fait ça. C'est un orang-outan, en fait, là, le criminel. Puis ici, l'histoire, c'est pas ça. Quoi qu'il y a la scène avec la cheminée, il y a un ou deux passages qui sont tirés de l'histoire. Mais en gros, ça se passe à Paris dans les années 1840, quelque chose comme ça. Et il y a une foire, une fête foraine, une foire ambulante qui fait très américain, là. Je suis pas certain si les Français avaient ça. Ben là-dedans, c'est ça, c'est le genre de truc où est-ce qu'on paye 5 centimes pour voir la femme à barbe ou la sirène de Fidji ou ce genre de truc-là. Puis ici, le docteur Miracle, Bela Lugosi, il y a un gorille dans une cage, puis il fait un discours sur l'évolution, puis il a l'air d'être en train de faire des expériences en lien avec l'évolution. Bon. Puis finalement, en vérité, j'ai oublié un petit peu, là, ça fait une couple de semaines que j'ai regardé le film, mais
Il est en train de faire des expériences, puis c'est à ce titre-là que le film est à peu près de la science-fiction. C'est vraiment sur la limite, là. Est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas? Il y a plusieurs films de cette époque-là dont on peut dire la même chose, mais toujours est-il qu'il fait des expériences, puis pour faire ces expériences, il tue des prostituées, là. Ouais, il cherche une glande, là. Peu importe, il fait des expériences qui fait que, c'est ça, les prostituées meurent, puis il égaroche dans, pas la Tamise, mais j'oublie le nom, là, mais hey, c'est dingue, là, à Paris, là, tu sais, la fameuse rivière à Paris dont j'oublie le nom. Puis sur la Seine, voilà. Et toujours est-il que c'est ça, il y a un jeune premier, puis il vient avec sa copine voir le Docteur Miracle, son spectacle, et puis finalement, le Docteur Miracle veut absolument capturer la... il veut capturer la fille, puis non, il y a des meurtres. Et finalement, c'est ça, la fille se fait capturer, son ami, son amant va voir la police qui veut rien savoir, mais finalement... c'est ça, le chum, l'amant de la fille, réussit à convaincre la police d'intervenir, il débarque, puis finalement, c'est ça. Je vais vous dire la fin, là, c'est un film de savant fou des années 30 avec un monstre. Ça fait que ça finit à peu près comme vous pensez que ça finit. Dr. Lugosi se fait buter par son monstre. C'est quasiment inévitable dans ces films-là. Le monstre se sauve avec la fille dans les bras, je pense. Il saute sur les toits, puis finalement, il se fait poursuivre et capturer. Puis à la fin, c'est ça. Le gorille meurt, et puis la fille est sauvée. En gros, c'est ça. Bon. Pourquoi c'est bon? Je l'ai dit, je l'ai un peu évoqué au début. C'est bon parce que c'est carrément un film expressionniste. Puis à quoi est-ce qu'on reconnaît ça? C'est en bonne partie avec les décors, en fait. C'est surtout ça, en vérité. C'est que les décors, les costumes, jusqu'à un certain point, mais surtout les décors, sont pas réalistes du tout. C'est quasiment comme être dans une toile surréaliste, essentiellement. C'est visuellement extrêmement saisissant. C'est très atmosphérique. Puis à titre de comparaison, c'est les films de Murnau en bonne partie, là. Faust, puis Nosferatu, puis le plus grand exemple de film expressionniste allemand. Puis en vérité, il n'y en a pas tant que ça dans ce courant esthétique-là, mais le plus connu, c'est le fameux cabinet du docteur Caligari. Je mettrai des images à l'écran, là, mais c'est ça, c'est des peintures... Les décors, c'est des peintures abstraites avec des perspectives quasiment Lovecraftiennes, là, c'est comme non réaliste. C'est non réaliste. C'est du pur délire visuel, essentiellement. Mais les personnages évoluent là-dedans comme si c'était normal, puis ça crée une atmosphère extrêmement saisissante. C'est ça. C'est un climat puis une atmosphère beaucoup basée sur l'esthétique visuelle, puis en bonne partie les décors. Puis ça, Meurtre sur la rue Morgue, comme je dis, c'est carrément ça qu'il fait. Puis c'est épatant, c'est super beau. Puis comme je disais tantôt, il n'y en a pas beaucoup de ces films-là. Fait que de savoir qu'il y a un film américain qui est carrément dans ce courant-là, ça m'a étonné. J'avais pas remarqué quand j'étais petit, mais plus grand, c'est ça, ça m'a étonné. Un autre détail que j'ai trouvé impressionnant dans le film, c'est les genres de scènes de torture, si vous voulez, les scènes d'horreur. Ça marche. C'est beaucoup plus intense que ce à quoi je m'attendais. Puis, ça fait plusieurs années là, que j'ai commencé à remarquer ça, mais notre image mentale des films d'horreur et de science-fiction, mais la partie horreur de la science-fiction, notre image mentale de ces films-là, des années 50, 40 et 30, c'est souvent que c'est beaucoup plus mollo que les films modernes. Puis c'est vrai, mais il n'y a pas de scène de torture. Il y a des aspects où il n'y a pas 5 minutes de gore dans ces films-là, mais c'est souvent extraordinairement intense quand c'est réussi.
Puis ici, ça l'est, là. Il y a aussi une atmosphère de sexualité, là, qui est très prononcée, moi j'ai trouvé très marquée. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, finalement, dans les films parlants en noir et blanc. Donc, les films muets aussi, mais certainement les films parlants, là. Voilà. Il y aurait toute une question ici dans laquelle je ne m'embarque pas. C'est les questions du code, le code Hayes. Je pense que les Américains ont mis en place justement parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de sexualité puis probablement trop de violence. Ça fait qu'ils ont dit bas les pattes. Ils ont décidé de mettre en place une forme de censure, essentiellement, beaucoup sur les questions sexuelles. Assez rapidement dans les années 30, je pense qu'ils ont fait ça. Mais je connais pas bien ce sujet-là du code Hayes. Donc, je préfère pas m'embarquer là-dedans. Mais ce qui est certain, c'est que tu vois dans les films du début des années 30, parfois, que c'est ça, cette atmosphère-là de sexualité est beaucoup plus présente que, certainement, par exemple, dans les films des années 50, où il y en a, mais c'est pas palpable, là. C'est pas carrément, c'est ça, ça habite pas les scènes au complet, là, comme l'aura de sexualité. Ben ça, là-dedans, on a plutôt ça par moment. Puis, comme je disais, les scènes d'horreur sont intenses, là. C'est ça, quand la prostituée se fait tuer, là, il y en a une en particulier, là, mon souvenir, c'est ça, comme je dis, ça fait 2-3 semaines que je l'ai écouté, là. Mais j'ai trouvé ça plus raide que ce que je m'attendais, là. C'est ça. Ça marche, c'est efficace. Donc, ben oui, on a Bela Lugosi là-dedans. Ça, c'est l'autre chose. C'est apparemment son premier rôle de savant fou. Il est plutôt bon. Bon, c'est ça, moi, comme j'ai déjà dit, j'aime beaucoup Bela Lugosi, là, pour des raisons affectives, parce que Dracula, quand j'étais petit, puis tous les films de la Universal, mais j'avais accroché à Dracula quand j'étais petit. Mon préféré, même à l'époque, c'était Frankenstein, puis Bride of Frankenstein, mais quelque chose dans Dracula m'avait accroché, puis ça, quelque chose-là, c'était en bonne partie Bela Lugosi. Puis je l'aime comme gars jusqu'à un certain point, mais il joue extrêmement mélodramatique, là. C'est clairement un acteur de théâtre, puis un acteur de théâtre genre d'une autre génération. Pas qu'il est si vieux que ça, mais il joue comme probablement on devait jouer. C'est très gros, là. Donc, il joue comme un acteur théâtral qui veut être vu de la dernière rangée en arrière dans l'amphithéâtre, n'est-ce pas? Fait que c'est pas toujours efficace, si on est bien honnête, mais il y a des moments là-dedans, particulièrement au début, là, quand on le voit au début, il fait tout un discours, puis ça, c'est très fort. C'est un autre truc qui marche bien dans le film. Il fait un discours sur l'évolution. Puis ça, je pense que j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur le rôle exact que joue la théorie de l'évolution, mais l'idée de la théorie de l'évolution dans notre psyché collective d'hommes et de femmes modernes, là. Puis, c'est clairement crucial. Puis, c'est ça, je suis tenté de dire, c'est clair qu'il y a de l'ambivalence là-dedans. Il se passe beaucoup plus de choses que juste une théorie ou un discours scientifique, là. Puis on sait ça parce que ça revient très souvent, certainement dans les films de cette époque-là. Puis c'est mythologique essentiellement. Mais bon, c'est une question pour un autre jour, comme je dis, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais bon, puis là-dedans, c'est intéressant parce que il est formidable, le discours sur l'évolution de Bela Lugosi là-dedans. Puis, bon, j'ai pas noté de trucs, mais de mémoire, ça renvoie vraiment au côté transcendant, merveilleux, pas effrayant, mais un peu... c'est un discours qui présente la théorie de l'évolution comme quelque chose qui nous renvoie quasiment à notre rapport au cosmos, là, nous devant le néant de l'étendue cosmique, là.
Mais c'est pas nihiliste, là, mais c'est... voilà, ça me fait penser à Rendez-vous avec Rama, là, le roman. Là, quand il rentre dans le vaisseau, puis le vaisseau est tellement énorme que quand il rentre dans le vaisseau d'Arthur C. Clarke, là, c'est un moment qui m'avait marqué. Puis il y a un truc comme ça, où est-ce qu'il rentre dans le vaisseau, puis c'est tellement gros que la psyché peut pas l'absorber. Donc, voilà, le rapprochement est lointain, mais c'est ça. Ce discours-là de Bela Lugosi sur l'évolution, il est très puissant. Donc, puis l'histoire marche plutôt bien. Plutôt bien. Fait que c'est ça, bon, les effets spéciaux, il y a le singe, là, fait que vu de loin, c'est un gars dans un costume, puis vu de proche, ben, c'est des gros plans de chimpanzés, essentiellement. Bon, écoutez, c'est un film de 1932, c'est bien correct. Donc, c'est à peu près ça pour le film. J'étais pas certain si j'allais en parler, là, quand je l'ai regardé, bon, j'étais un peu curieux, puis comme je dis, c'est pas exactement de la science-fiction, mais je pense que ça rentre dans la catégorie, là. Si on se met dans la tête de quelqu'un de 1930, je pense que ça... Voilà, moi je le compte, OK, comme science-fiction. Puis, c'est un film qui a des vertus artistiques réelles, puis qui a une sensibilité aussi artistique réelle. Robert Fleuret, il a fait beaucoup de films, là, beaucoup de films. La télévision aussi, il a fait des Twilight Zone. Bon, des films d'horreur, des films de genre en tant que tel, je pense qu'il en a fait juste un ou deux. Beast with Five Fingers en 1946, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air très cool, une affaire de pianiste en chaise roulante, là, avec juste une main. En tout cas, ça a l'air cool. Puis, il a fait un film, le dernier film de Tarzan avec Johnny Weissmuller, Tarzan contre les sirènes. Je viens de m'acheter la pile complète de tous les romans de Tarzan. Il n'y en a pas un qui s'appelle Tarzan contre les sirènes. Mais peut-être qu'il y a une nouvelle que je n'ai pas vue. Peu importe, OK? Robert Fleuret, apparemment, c'était lui qui était supposé réaliser Frankenstein, le premier Frankenstein parlant d'Universal. Apparemment, c'était lui, avant James Whale. Puis apparemment, il a beaucoup contribué au scénario. Puis apparemment, c'est Wikipédia qui dit ça. Puis si c'est le cas, OK, je peux voir l'affiliation là, au niveau de la sensibilité. Puis, dernière chose que je vais dire sur le film aussi, c'est que c'est un film de Universal, mais c'est les débuts de leur série de monstres légendaires, là, le loup-garou, c'est ça. Frankenstein, Dracula, loup-garou, momie, puis en fin de parcours, là, dans les années 60, ils font Créature du Lagon Noir, puis après ça, ils arrêtent. Hein, après ça, c'est Hammer qui reprend le flambeau de l'horreur. Tous ces personnages-là. Donc, mais ici, on est au début de parcours des films de monstres Universal, des films d'horreur, puis ils sont encore en train de se chercher, puis ça paraît. Fait que c'est une expérience en même temps, ce film-là. C'est une expérience par Universal d'utiliser un... OK, on va prendre une histoire d'Edgar Allan Poe, on va tourner comme un film expressionniste allemand. Bon, puis ça marche. J'ai trouvé ça cool. Je suis content de l'avoir réécouté. Puis votre recommandation pour aujourd'hui, ben, c'est dans le même coffret DVD. C'est un autre film que j'avais vu quand j'étais petit. C'est The Black Cat de 1934, je crois, de Edgar G. Ulmer, dont on a beaucoup parlé récemment. On, c'est moi ici. J'en ai beaucoup parlé récemment parce qu'il a fait Beyond the Time Barrier, que j'ai trouvé vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé ça. Puis qu'il a fait Man from Planet X. Là, donc... puis j'avais mentionné que je trouvais qu'il y avait la touche de vraiment d'un auteur là. Puis dans The Black Cat, c'est ça, c'est aussi basé en principe sur une nouvelle Edgar Allan Poe, mais le rapport est lointainissime, là, je veux dire. Il y a un titre, c'est le même titre, puis il y a un chat. C'est tout. Il n'y a aucun rapport à part ça. The Black Cat, de mémoire, la nouvelle, c'est une histoire de quelqu'un qui est emmuré vivant. Là, hein, c'est essentiellement comme ça. Là. Puis meurtre, folie, vengeance, quelqu'un d'emmuré vivant. C'est un thème d'Edgar Allan Poe. C'est super bon, la nouvelle de Black Cat. Puis ça a été fait, il y a plusieurs films de ça. Je pense certainement il y en a un qui a été fait par Fulci là, dans les années 70, je pense. 70-80.
Mais The Black Cat, ici, l'histoire n'a aucun rapport avec ça. Ça, ici, c'est pas science-fiction. À moins, là, c'est encore plus lointain comme le rapport avec la science-fiction que Meurtre sur la rue Morgue. Là, en regardant vraiment très, très loin, puis peut-être, là, si on compte la taxidermie. En tout cas. Mais c'est cool, The Black Cat. Puis ça, j'en parle parce que c'est un autre film avec Bela Lugosi puis Boris Karloff. Puis c'est intéressant de comparer le jeu des deux parce que Boris Karloff joue beaucoup plus naturel, en fait. Même quand il joue des monstres, il joue des... Même quand il joue un monstre caricatural, il joue un vrai être humain. Il y a toujours quelque chose qui est beaucoup plus... pas névrosé, là, pas tout le temps, mais... il y a de l'humanité dans ses rôles. Il joue plus petit. Il joue plus comme un acteur de cinéma. C'est ça. Puis il est prodigieusement bon, entre autres pour ça. Là. Karloff, très, très, très bon. Puis Lugosi, il fait le méchant dans The Black Cat. Essentiellement, on est en Europe de l'Est et il y a eu la dictature, quelque chose comme ça, une occupation militaire, et puis... Bela Lugosi a été prisonnier de Boris Karloff dans un genre de camp de concentration pendant de longues années, puis il revient essentiellement pour se venger. Puis il y a une histoire Karloff est parti avec sa femme, là, mais là, il l'a volé. Il a volé la femme de son prisonnier. C'est très sordide, etc. Bon. Puis, encore une fois, il y a une histoire quasiment de nécrophilie là-dedans. Pas tout à fait ça, là, mais ça joue un peu dans ces eaux-là. Il y a des affaires de torture. C'est assez lourd. Mais c'est aussi très atmosphérique. Puis, le film marche pas du début à la fin. Hein, okay? C'est pas un film qui se tient narrativement du début à la fin. Là, okay? Là, c'est plus une série de vignettes, puis il y en a qui marchent, puis il y en a qui marchent moins. Il joue au dard, puis des fois il pogne la cible, puis des fois il pogne pas la cible. The Black Cat, c'est comme ça. Mais il y a des moments qui sont très, très bons. Il y a des moments qui sont très intenses. C'est ça. Lugosi est plutôt bon. Boris Karloff est super bon là-dedans. C'est ça. Même si The Black Cat n'est pas tout bon, les bouts qui le sont beaucoup. C'est ça. Puis c'est des films qui sont très courts dans les deux cas. Hein. D'habitude, c'est à peine plus qu'une heure en général, ces films-là. Donc, ça fait un bon programme double, en vérité. Le Meurtre sur la rue Morgue de 1932, puis Black Cat de 1934, les deux avec Bella, deux Edgar Allan Poe. Je crois que Black Cat aussi, c'est Universal, mais je suis pas certain. Fait que c'est ça, c'est un très bon programme double. Puis, ça me permet de leur dire encore une fois que Edgar G. Ulmer, même si son film est moins artistiquement réussi, là, dans le sens que l'histoire est moins... il est quand même très bon comme réalisateur là-dedans. Puis il y a des moments, il y a des scènes, là, il y a des trucs qui sont vraiment extrêmement bien trouvés. Donc, Meurtre sur la rue Morgue de 1932. Pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon parce que c'est, à ma connaissance, le seul film expressionniste 100% américain.